Bienvenue dans Dévoile-toi, le format introspectif du podcast FAAPI. Ici, on prend le temps d'écouter vraiment. Dans chaque épisode, une personne se livre sans filtre, son parcours, ses blessures, ses forces, ses prises de conscience. Parce que derrière chaque sourire, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, une vérité à découvrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Delot, qui a accepté de se dévoiler. Merci à toi et bienvenue dans cet espace de partage. Tu nous reçois dans ton jardin aujourd'hui. Merci Fabienne, bah oui effectivement, c'est l'endroit en fait que j'apprécie, qui me permet en fait de méditer. Donc voilà, c'est un plaisir aujourd'hui de te recevoir à la maison. Donc en effet, si vous entendez un petit peu de bruit au passage, c'est parce qu'on est dans le jardin magnifique de Christelle. Alors Christelle, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai deux grands garçons, 19 ans, 23. Et on va dire ce que j'aime dans la vie, c'est cuisiner, marcher, lire et surtout voyager. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir thérapeute? Écoute, j'ai envie de te dire mon parcours en général, parce que déjà enfant, mon idée, comme beaucoup de petites filles, je pense, était de devenir puéricultrice. J'ai grandi, je souhaitais après être infirmière, et le parcours a fait que finalement, j'ai pas été infirmière. Je suis partie plutôt dans le contrôle interne et la réglementation, un métier d'ailleurs que je fais en plus de ma pratique. Et j'ai toujours cherché quand même, en fait, déjà pour ma part, tout ce qui était pratique, on va dire médecine douce, que je mets bien entre guillemets. Et un jour, je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais pouvoir apporter du bien-être. Donc pour ça, j'ai en fait pratiqué, on va dire, plusieurs méthodes, sans en fait avoir celle qui me convenait. Et puis à un moment donné, j'ai pratiqué cette méthode qu'on va parler ensuite. Et là, pour moi, ça a été un déclic. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai attendu quelques temps avant de me lancer. L'histoire, je vous l'expliquerai après pourquoi j'en suis arrivée là. Et voilà, en tout cas. Alors, est-ce que tu as toujours eu cette sensibilité aux autres ou est-ce que ça t'est venu plus tard? Non, je pense que je l'ai toujours eu, cette sensibilité, sans m'en apercevoir, parce que c'est quelque chose de naturel. J'aime beaucoup écouter les autres, partager. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose qui me suit. Et y a-t-il un moment clé ou une expérience fondatrice qui a changé ta trajectoire? Tout à fait. Là, je vais te raconter un peu mon histoire. Je t'écoute. C'était en 2021. Je me suis fait opérer de la vésicule biliaire et juste après ça, donc c'est en avril 2021, en mai 2021, j'ai dû faire le vaccin du Covid et ça a été un cocktail Molotov pour moi au niveau de mes intestins. Et j'étais vraiment très mal et j'ai une connaissance sur Paris qui me dit mais pourquoi tu fais pas telle méthode? Parce qu'on n'a pas encore dit ce que c'était. Et je lui ai dit non mais attends, ici on n'a pas la campagne. Cette méthode-là, je pense pas. Et j'ai cherché, j'ai trouvé une personne super qui en fait exerçait pas très loin de la maison et qui d'ailleurs je suis encore en contact avec elle. Et elle m'a libérée des douleurs des intestins, bien que ça reste, puisque c'est une problématique maintenant aujourd'hui qui restera, mais en tout cas ça me soulage, mais elle n'a pas fait que ça. Parce qu'à l'âge de 13 ans, donc il y a très longtemps maintenant, j'ai perdu en fait mon papa. Et c'était très difficile pour moi d'en parler. Et en fait, pendant ces séances, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi d'énorme. C'est que j'ai senti vraiment un poids sortir en fait de mon ventre, etc. Et comme une colombe qui partait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pensé à mon père. Et depuis, en fait, je peux en parler sans pleurer. Donc ouais, elle m'a libérée de mon deuil, cette pratique. Et quelques temps après, malheureusement, j'ai perdu mon beau papa, on va dire 2 ans après. Et ça a été vraiment le déclencheur. Je me suis dit, mais pourquoi j'aiderais pas ma famille? Parce que moi, cette pratique, elle m'a aidée. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans le Reiki. Alors justement, Christelle, j'allais te demander quelle était ta spécialité ou ton approche thérapeutique. Et ouais, tu auras compris en fait que ma spécialité, c'était le Reiki. Mon approche thérapeutique, elle aide à aider les personnes qui ont besoin de retrouver leur sérénité. Donc, je te disais juste avant que ça m'a permis d'aider ma famille. Je me suis dit, pourquoi m'arrêter là? Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de m'installer pour aider ces personnes à surmonter le stress, leurs douleurs chroniques, parce qu'on verra qu'effectivement,
Quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on a des chocs émotionnels, malheureusement, en fait, on se crée des blocages et différentes douleurs. Donc, on vient avec le Reiki rééquilibrer tout ça. Alors Christelle, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire du Reiki et aussi en quoi ça consiste, les bienfaits que ça apporte aussi? Ok, bien sûr. Alors, je pourrais vous en parler longtemps de l'histoire du Reiki, mais on va faire très court. Le fondateur, c'est Mikao Usui Sensei, qui a été en fait à la base un samouraï. Pour lui, en fait, son histoire a été toute tracée. Et pas de bol pour lui, en fait, les samouraïs s'arrêtent, en gros. Donc, vous aurez compris que c'était au Japon. Et c'est très récent parce que cette histoire, elle date du début du 19e siècle. Donc, en fait, Mikao Usui Sensei, qui était en fait dans une culture déjà très médicinale, très philosophique, etc., décide de s'arrêter sur un mont, le mont Kurama, donc où il y avait un monastère, et il va aller méditer pendant 21 jours. Et au bout de ces 21 jours, il va sentir quelque chose en lui, mais il ne sait pas expliquer ce que c'est. Et il décide de reprendre la route. Et en fait, lors de cette route, il comprend que dans ses mains, il a une énergie qui aide les personnes. Donc en fait, de là, il va décider d'ouvrir sa propre clinique à Tokyo pour permettre en fait d'aider les personnes qui en ont besoin et aussi également, en fait, ça y est, de former les premiers praticiens. Voilà, donc ensuite on a Madame Takata qui a été malade à son tour, qui est hawaïenne et qui, au-delà de son traitement qu'elle prenait, a décidé en fait de s'aider par une technique qui était le Reiki, et ça l'a beaucoup aidée. Elle a donc décidé d'elle-même de devenir praticienne, et c'est grâce à elle, on peut dire qu'aujourd'hui, on est en Europe aussi, on a des praticiens Reiki, puisqu'elle a décidé de amener cette pratique aux États-Unis, en Europe, etc. Donc ça, c'est l'histoire du Reiki. Donc vous aurez compris, c'est une méthode japonaise. Concernant comment ça consiste, ben tout simplement, on vient imposer les mains sur différentes parties du corps. Il faut savoir en fait que autour de vous, et même vous d'ailleurs, vous avez de l'énergie universelle. Donc cette énergie universelle, ça peut être le vent, ça peut être le soleil, ça peut être voilà la nature, tout ce qu'il y a autour de vous. Et en fait, le Reiki, Rei veut dire énergie universelle, Chi, énergie vitale. Donc les deux en fait associés, quand elles fonctionnent bien, on vient avoir un équilibre correct. Comment ça marche aussi? Je pense que vous avez entendu parler des chakras. Fabienne, tu as déjà entendu parler des chakras? Oui, je pratique, je suis coach en méditation, donc je connais les chakras, oui. C'est vrai, donc en fait on a des roues énergétiques, chakras, et parfois en fait ces chakras peuvent se bloquer suite à des chocs émotionnels, pas seulement, on peut avoir aussi des opérations, des accidents. Et quand on a en fait un chakra qui se bloque, on a des déséquilibres et le corps fonctionne mal. Donc en Reiki, on vient rééquilibrer tout ça. Ça permet tout d'abord dans les bienfaits d'apporter une relaxation profonde. Donc effectivement, des personnes qui vont être hyper stressées, angoissées, parfois en dépression, parfois en burn-out, etc., vont déjà dès la première séance avoir cet apaisement. Et ensuite, au-delà de la relaxation, comme on vient en fait rééquilibrer l'énergie du corps, on va avoir je vais appeler le second effet qui se coule, qui va être vraiment sur des bienfaits globaux. On va avoir un meilleur sommeil, on aura moins de douleurs chroniques, puisque effectivement, souvent quand on est malade, quand on est stressé, le corps en fait se crispe et ça crée en fait des douleurs. Et on va surtout apprendre, et ça c'est important, on va apprendre le lâcher prise, qui va permettre en fait aux personnes de remettre les priorités là où elles doivent être, et en fait laisser les choses qui sont en fait plus, on va dire, moins importantes de côté. Voilà un petit peu. Très bien, super. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi si la pratique se fait uniquement au cabinet ou alors dans d'autres endroits, la nature ou à domicile ou je sais pas, en entreprise par exemple? Alors tu as en fait évoqué en fait les possibilités, sauf une. Effectivement, la pratique, moi je pratique le Reiki en cabinet, mais il m'est déjà arrivé de faire des séances en pleine nature, et c'est un partage énorme puisqu'on a cette énergie universelle autour de nous. Donc en fait, je trouve qu'on capte encore mieux en fait cette énergie universelle. On pratique également à domicile, c'est possible.
Je pratique aussi, en tout cas c'est possible en entreprise, mais aussi à distance parce que le Reiki étant l'énergie universelle, on peut en fait l'envoyer en fait à des personnes. Alors pas besoin d'être là à une certaine heure, etc. Ça pas de souci. On travaille sur support, ça peut être sur photo, sur une émotion, etc. Pour la personne. Et je me suis aperçue effectivement des bienfaits, même à distance, puisque je mesure l'énergie des personnes quand on vient me voir, ou quand je fais une séance à distance, et on voit évoluer cette énergie. D'accord. Donc on peut aussi pratiquer à distance. Ça, c'est une chose que je connaissais pas. Je pensais qu'on devait déposer les mains pour vraiment ressentir l'énergie sur les personnes. Et donc à distance, tu peux bien nous confirmer que c'est aussi possible. Tout à fait. Et pour en fait appuyer encore cette énergie encore plus et la faire travailler, on va dire longtemps, je vais travailler avec un quartz, donc une pierre que je vais avoir entre les mains, parfois avec en plus un support. Et voilà, j'envoie cette énergie universelle. Alors Christelle, est-ce que tu pourrais nous dire à qui s'adresse cette pratique et y a-t-il des profils avec lesquels tu travailles plus fréquemment? Alors oui, bien sûr. Alors la pratique, elle se fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être un homme, une femme, un enfant. On peut travailler le Reiki sur ces personnes. Le profil qu'on a souvent, c'est des personnes qui sont stressées, en burn-out, en dépression, un manque de sommeil. Aussi des personnes qui cherchent à se détendre. On peut avoir aussi cette pratique-là. J'ai aussi des personnes qui viennent pour des douleurs chroniques ou suite aussi à des événements douloureux, un décès, une perte d'emploi, un manque de confiance en soi aussi on peut avoir. Donc souvent c'est un peu les profils que j'ai en fait à mon cabinet. Ok. Et tu pourrais nous dire comment se déroule une première séance avec toi? Oui, tout à fait. Alors la première séance, je fais une anamnèse, c'est-à-dire je viens en fait demander à la personne de me raconter son histoire. Donc, on va partir en fait même parfois de l'enfance jusqu'au moment où la personne vient. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des informations et peut-être de comprendre ce qu'il y a pu avoir comme blocage au niveau des chakras. De mon côté, je travaille en amont de cette séance. Tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure. Je mesure l'énergie de la personne. Comment? Avec un pendule et le biomètre de Bovis. Ça me permet en fait de voir où se trouve l'énergie de la personne. Alors, je ne dis pas l'énergie vitale, c'est l'énergie au global. On l'a vu, parce qu'il y a l'énergie vitale et l'énergie universelle. Et en fait, je travaille aussi avec des oracles qui me permettent d'avoir des informations, par exemple sur la libération énergétique. Qu'est-ce que je vais devoir venir travailler pour aider la personne? Et j'aime travailler avec un deuxième oracle qui est enfant intérieur, ce qui permet aussi de voir ce qu'il y a pu avoir comme blocage ou aussi de voir ce que les personnes aiment et ce qui peut aussi leur rappeler leur bien-être. Voilà. Donc quand la personne elle arrive, après avoir échangé, on va mesurer ensemble leur énergie en début de séance. Je vais leur montrer moi ce que j'ai eu aussi comme information par mon pendule et par les oracles. Donc quand je montre la mesure de l'énergie, elle est identique, mais ça permet aussi de voir aux gens en fait que l'énergie c'est pas quelque chose de virtuel, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à la mesurer. Je mesure aussi également mon énergie pour montrer aux personnes qu'on n'est pas en fait au même endroit, ce qui leur permet en fait de voir qu'effectivement c'est du concret. Ensuite, on fait la séance, donc ensemble, et à la fin de cette séance, on fait un retour sur leur ressenti, sur ce que j'ai aussi ressenti, et je remesure l'énergie pour montrer à la personne que son énergie a évolué, et je remesure la mienne, parce que moi aussi, je prends du Reiki en fait en séance, ça permet en fait aux personnes de voir que on évolue en énergie. La séance chez moi, il faut compter surtout une première séance, elle dure entre 1h30 et 2h. Ouais, c'est justement ce que j'allais demander, la durée de la séance. J'imagine que la première séance, c'est quand même un peu plus long que les séances qui suivent, s'il y a quoi. Ouais, c'est ça. En fait, en Reiki, on dit qu'il faut faire 4 séances. La première énergie, elle vient purifier le corps. Donc avec l'anamnèse, etc., oui, on a 1h30 à 2h de séance. La deuxième, l'énergie du Reiki va venir circuler dans l'ensemble du corps pour venir un peu nettoyer et puis surtout revigorer la personne.
La troisième séance, c'est ce qu'on appelle une crise de guérison. Donc là, alors ça me fait toujours rire ce mot-là parce que ça peut faire peur aux gens, mais pas du tout, je vous rassure. Je prends l'exemple, si tu es un peu plus migraineuse, ben effectivement, pendant 1 ou 2 heures, tu peux avoir un peu plus mal à la tête. Et la quatrième séance, c'est en fait le coup d'essence. Alors moi, j'adore une chose, c'est qu'en Reiki, je compare ça à une voiture. Nous, on compare à une voiture. Parce que quand on a une voiture, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire des révisions régulières. Et puis pour la faire aller, qu'est-ce qu'on fait? À ton avis, on fait quoi pour la faire redémarrer, la voiture? On a besoin de quoi? Bah écoute, à mon avis, c'est l'essence. Et tout à fait. Donc voilà pourquoi en fait je compare ça à une voiture, tout simplement. Donc pour répondre à ta question, effectivement, première séance 1h30, 2 heures. Les 3 autres séances, on est souvent entre 1 heure, 1 heure et quart. Alors, quand une personne a pratiqué sur 4 séances, est-ce que derrière ces 4 séances, il y a un entretien ou pas? Ouais, c'est une bonne question, Fabienne, parce qu'effectivement, pour continuer à avoir les effets, en fait, c'est comme toute pratique, hein, on fait ce qu'on appelle un entretien. Alors, je vais pas appeler ça comme ça, moi, je vais appeler ça un booster d'énergie. On fait cela environ tous les 2-3 mois. Et là, par contre, on vient juste rééquilibrer les chakras. Donc, la séance dure moins longtemps, elle dure 45 minutes. Et est-ce que tu pourrais me dire comment tu établis un lien de confiance avec tes patients? Alors, cette question, elle me fait rire parce que j'ai envie de te dire plutôt que c'est à eux qu'il faudrait leur demander. Ce que je peux juste te dire, c'est que je les écoute réellement. On échange en fait ensemble et je leur explique tout comme je viens de te l'expliquer. Ce qui permet effectivement de créer cette confiance. Donc il y a un vrai dialogue avant de démarrer une séance, hein, une confiance qui doit s'installer. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai besoin aussi de comprendre la personne pour pouvoir en fait l'aider. Donc effectivement, je prends le temps qu'il faut, même avant un premier rendez-vous au cabinet. Souvent, j'appelle les personnes puisqu'elles veulent des renseignements et on prend le temps en fait de comprendre leur souffrance, j'ai envie de dire, et voir aussi si c'est moi qui peux les accompagner ou s'il vaut mieux les amener vers d'autres pratiques. Et est-ce que tu pourrais me donner, enfin me dire plutôt les idées reçues que tu vas entendre souvent sur la thérapie? Alors, on peut avoir, c'est de la gnognotte, voilà, par Quand exemple. même. Ouais, mais là, j'invite en fait les personnes qui pensent cela à de venir faire une séance et de venir découvrir par elles-mêmes. Après, il y a une autre idée reçue qui, celle-ci, m'ennuie un peu plus, hein, c'est que parfois, c'est comparé à une secte. Alors, je rassure tout le monde, c'est loin d'être une secte, mais malheureusement, comme dans toute pratique qu'on peut avoir dans médecine douce, on peut tomber en fait sur des personnes malotrues. Donc là, j'invite les personnes de bien faire attention, de bien se renseigner sur le praticien, de bien en fait voir les avis qu'il peut y avoir également. Et surtout, si en fait un praticien vous dit non, non, mais arrêtez votre traitement ou des choses comme ça, n'y allez pas. Alors justement, en parlant de confiance auprès de praticiens, au niveau des médecines douces, on a quand même certainement des degrés de diplôme. Comment les gens peuvent savoir à qui ils ont vraiment affaire par rapport aux formations du Reiki? Alors effectivement, les degrés on va dire de formation, comme tu dis, on l'a pas dans toute profession, dans toute pratique. Pour le Reiki, effectivement, passe des degrés. Donc on a le premier degré, le deuxième, le troisième et le quatrième. Pour être praticien, on peut être praticien à partir du deuxième degré. Troisième, c'est pour envoyer de l'énergie au monde entier. Enfin voilà. Voilà. Donc à partir du deuxième, on peut le faire. Ce qui est important aussi, c'est peut-être demander la lignée à la personne de sa formation. Par exemple, moi, je suis vraiment la lignée du fondateur Mikao Usui Sensei. Et un peu lui demander effectivement comment elle s'est formée et aussi parfois lui demander de vous montrer ses diplômes. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les souffrances ou les problématiques les plus fréquentes que tu rencontres aujourd'hui dans la pratique? Les personnes qui viennent me voir aujourd'hui, ce sont souvent des personnes qui sont en mal-être, stressées, souvent avec une charge mentale qui s'accumule. On limite parfois burn-out, un problème de sommeil, et parfois aussi des personnes qui peuvent avoir un passé douloureux qui fait qu'aujourd'hui, elles ont du mal à avancer dans leur vie. D'accord. Et est-ce que tu dirais que notre société va mal aujourd'hui
ou bien qu'elle est en mutation? Je dirais que pour moi, c'est les deux. On a effectivement, je pense depuis le Covid, des personnes en fait qui sont à la recherche de leur bien-être, de leur spiritualité. C'est vrai qu'on a été quand même un moment en fait, on va dire confiné, ce qui fait qu'on a eu le temps en fait de penser à soi. Donc on a cette partie-là, et c'est vrai que avec le monde extérieur comme on a aujourd'hui, qui peut provoquer du stress. On a eu certains événements comme des attentats, comme les guerres qui sont finalement pas très loin. Les gens en fait peuvent se sentir angoissés et du coup sont vraiment à la recherche d'une paix intérieure. Et quelle est la place des émotions dans notre culture actuelle? Sont-elles sous-estimées? Oui, pour moi c'est tout à fait sous-estimé. Tu prends l'exemple en fait de la maison. À la maison, tu as un cadre familial où tu as du mal à sortir en fait finalement du chemin, surtout quand il y a des enfants, parce que tu as une ligne conductrice finalement à leur montrer, et parfois tu vas cacher tes émotions pour éviter qu'ils souffrent, etc. Ça, c'est l'exemple de la maison. On peut prendre la même chose dans le monde professionnel. Tu prends l'exemple de l'entreprise, t'as pas vraiment de place aux émotions. Une entreprise, elle demande quoi? Elle demande du rendement. Donc finalement, tu prends jamais le temps de respirer, de prendre du recul, et à un moment donné, de te dire comment je vais, comment j'existe, qu'est-ce que je ressens. Donc oui, pour moi, en fait, on est parfois comme des robots. La phrase métro, boulot, dodo, je trouve que c'est une phrase qui, en fait, fonctionne bien, parce que là-dedans, c'est vraiment un rythme rapide et tu prends jamais le temps pour toi et surtout pour tes émotions. Et les pratiques de bien-être, est-ce que tu penses qu'elles peuvent faire évoluer ou changer les choses? Carrément, moi je milite pour que ces pratiques de bien-être rentrent en entreprise, par exemple, parce que c'est une source de stress très régulière, pardon, et apporter ces pratiques dans les entreprises permettrait aux personnes de prendre le recul et de se sentir mieux, et éviter certainement les burn-out, comme on peut voir actuellement. Il ne s'agit pas uniquement de le faire en entreprise. Il vaut mieux en fait pratiquer, contacter un thérapeute de bien-être à la maison avant d'exploser et justement aussi de finir en burn-out, parce qu'il ne faut pas oublier que la pression pour les femmes comme les hommes est aussi importante à la maison. Donc maison plus entreprise, ça peut faire beaucoup. Et comment tu perçois plutôt l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale? Pour moi, c'est bon et mauvais à la fois. Pour moi, mauvais parce que tu prends, par exemple, pour les enfants, souvent tu as des jeunes enfants qui se retrouvent sur les réseaux, et en fait, sur les réseaux, tu n'as pas de contrôle parental, et ça peut être hyper destructeur, notamment au niveau de l'image que ça reflète. Rien que déjà de voir ton image, même nous en tant qu'adultes, c'est compliqué. Donc ça peut être destructeur pour soi-même. L'image peut être détruite aussi par des personnes, soit pour un adulte, pour un enfant, par des commentaires désobligeants, de l'harcèlement. Donc ça, pour moi, c'est quand même assez mauvais. Mais d'un côté, ça peut être bon aussi, parce que en fait, les personnes qui s'intéressent au bien-être, lorsqu'elles ont une vitrine aussi face à elles sur les réseaux sociaux, ça leur permet en fait d'avoir des informations sur la pratique, sur le praticien. On en parlait tout à l'heure. Tu disais comment on peut avoir confiance. Le fait, quand on est sur les réseaux, on est naturel. On explique en fait ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Moi, sur ma page Instagram comme Facebook, j'explique aux personnes ce que le Reiki peut leur apporter et comment en fait je travaille. Il faut donc utiliser les réseaux à bon escient et surtout rester en phase avec soi-même quand on le fait. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes pour qu'elles prennent soin d'elles au quotidien? Alors une pratique de Mikao Usui Sensei, c'est la méditation Gassho, que je montre sur Instagram, qui est une méditation qu'on peut faire quotidiennement. Moi je l'installe dans ma routine, qui dure environ 5 minutes. On peut la prolonger si besoin. Et le fait de la faire chaque jour permet en fait de déposer son stress, puisqu'on va y ajouter une phrase, par exemple, j'inspire la paix, j'expire la peur. Voilà, c'est un conseil que je peux donner en fait aux personnes pour vraiment en fait se sentir mieux. Voilà. Donc, et toi, comment tu gères tes propres émotions dans ta pratique? Et bien tout simplement en faisant cette méditation Gassho, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand je sens que j'ai besoin de plus, je vais me faire une séance d'auto-traitement de Reiki, qui est en fait la même pratique, hein, la position des mains, mais sur soi-même.
D'accord, donc tu peux pratiquer sur toi-même et tu n'es pas obligé de consulter un praticien pour toi-même, quoi. Non, mais ça m'arrive aussi de le faire par contre. C'est-à-dire que, tu vois, il y a dernièrement, au mois de janvier, j'avais fait le salon Mademoiselle Violette, qui est en fait un salon qui permet aux personnes pendant 3 heures de s'occuper d'elles. Pour nous praticiens, en fait, c'est très lourd. Au bout de ces 2 jours de salon, j'ai fait un soin effectivement pour équilibrer mes énergies. Et y a-t-il un conseil que tu donnes souvent à tes patients et que tu aimerais partager ici? Alors, si les personnes que j'accompagne m'écoutent, je pense que ça va les faire sourire. Je leur dis souvent profiter de l'instant présent. Pourquoi? En Reiki, Mikao Yuzui Sensei a créé des principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux commencent par juste pour aujourd'hui, ce qui signifie à l'instant présent. Je dis souvent en fait aux personnes que je rencontre, vivez l'instant présent car en fait les actions du passé, vous ne pouvez plus rien faire. Les actions du futur, vous n'avez pas l'action non plus, c'est pas le moment. Le seul moment où vous pouvez agir, c'est sur votre présent. Donc vivez l'instant présent, prenez le temps de les vivre pleinement et les actions que vous allez mener sur votre présent auront des actions sur votre futur. Et est-ce qu'il y a des lectures, des films ou des expériences que tu recommanderais souvent? Alors, c'est rigolo cette question parce qu'effectivement, je partage régulièrement mes lectures sur ma page Instagram ou Facebook. Alors, mes lectures, c'est simple. Ça peut aller du spirituel à des romans historiques ou même à des romans, j'appelle ça des romans d'été. Tu sais, où tu te prends pas la tête. Alors, ce que je peux dire actuellement, un livre spirituel qui m'a marqué, il y en a eu plein d'autres, mais un qui m'a vraiment marqué, parce que je pense que c'est un de mes premiers, c'est Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Ça, c'est une lecture que je conseille aux personnes s'ils n'ont pas lu. Ensuite, je vais te parler de ma lecture actuelle et tu vas voir, ça n'a rien de spirituel puisque actuellement, je me détends et je lis les chroniques de Bridgerton. Donc tu vois, je peux aller vraiment d'un côté très spirituel à un truc vraiment banal. En série, je vais te parler plutôt d'une série que je regarde actuellement et que je conseille aux personnes. Rien à voir avec la spiritualité. Je vais vous parler en fait on va dire d'une trilogie, si on peut appeler trilogie. 1883, 1923, Yellowstone. Ça te parle, Fabienne? Tu l'as vu? Pas du tout. Alors c'est super intéressant. C'est un peu western, cow-boy indien. Et vraiment, ça relate l'histoire d'une famille par génération. Donc si vous l'avez pas vu, si vous avez Netflix ou MyCanal, je vous le conseille fortement. Je vais te parler des films qui m'ont marqué. Un qui m'a vraiment, vraiment marqué, que j'ai regardé à plusieurs reprises et que j'arrive encore à regarder avec cette même émotion, c'est Le Cercle des poètes disparus. Tu l'as vu? Ça, je l'ai vu, ouais. Un très vieux film, un très très joli film. Et que je conseille même aux jeunes générations. Alors c'est vrai que les images, ça fait peur par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est vraiment une très belle histoire et justement, c'est aussi dans la spiritualité parce que on nous passe des messages et notamment Carpe Diem. Voilà. D'autres films qui m'ont vraiment marqué, c'est Philadelphia. Très triste, très dur comme film. Ouais, mais justement aussi qui montre la vie comme elle est et cette partie, on va dire, d'une maladie qui a fait très peur, même encore plus que le cancer finalement, c'était le sida et comment les gens, le regard en fait des personnes sur ces malades. Moi, c'est un film, en fait, je crois que c'est le premier film qui m'a fait énormément pleurer et je me vois encore sortir du cinéma en pleurs. Donc voilà, c'est un film qui me marque. Et un autre qui m'a marqué, toujours avec Tom Hanks, c'est La Ligne verte. Ouais, ça je l'ai vu, c'est vrai que c'est un film très très difficile aussi à regarder. Moi aussi, j'ai versé ma petite larme quand j'ai regardé ce film. C'est ça, une très belle leçon encore. Une belle leçon de vie. Tout à fait. Et là, je vais te poser une question un petit peu particulière. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent de cette conversation? Le message que je ferai passer, c'est que votre bien-être n'est jamais perdu. Il n'est jamais très loin. Il faut juste penser à rééquilibrer votre corps, vous permettre de lâcher prise pour retrouver votre équilibre corps et esprit. Et si tu avais un message à adresser à une personne qui n'ose pas demander de l'aide, que lui dirais-tu? Je dirais simplement de me contacter pour échanger en toute confiance.
de voir ensemble en fait si on peut la libérer de ce poids qui lui pèse et voir pour en avancer ensemble. Et où peut-on te retrouver ou te contacter si on souhaite aller plus loin? Alors tout d'abord sur les réseaux, j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, on mettra le lien en dessous. Sinon c'est Voyage Intérieur Reiki et également en cabinet sur Pont-à-Marc. Et sur ma page Google, vous tapez Reiki Pont-à-Marc et vous aurez toutes mes coordonnées. Christelle, merci à toi d'avoir partagé ce moment magique sur mon premier podcast. Merci à toi Fabienne, ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment. J'espère que nos auditeurs auront plus d'informations aujourd'hui grâce à ce podcast sur le Reiki. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dévoile-toi. Si cette conversation vous a touché, pensez à liker, à commenter et surtout à partager. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Fa Happy Podcast.